Élodie claqua la porte de sa voiture avec une violence qui fit trembler les vitres, ses larmes coulant librement sur ses joues rougies par la frustration. « Comment ai-je pu rater la fête de Sophie ?» murmura-t-elle pour elle-même, le cœur serré par le regret et la fatigue d'un voyage interminable depuis Paris. Soudain, une silhouette familière émergea de l'ombre d'un porche andalou, et une voix chaude, presque moqueuse, brisa le silence. « Élodie. Ma chère. Tu as manqué la plus belle soirée de l'année. Mais tu peux célébrer avec moi. » Élodie s'arrêta net, son sac tombant mollement à ses pieds. La rue de Séville était baignée dans la lueur orangée des lampadaires, et l'air portait encore les échos lointains de la musique flamenco qui avait dû animer la fête. Hélène, la mère de Sophie, se tenait là, adossée contre le mur ocre d'une maison ancienne, un verre de sangria à la main. À 45 ans, Hélène avait cette élégance intemporelle des femmes françaises qui avaient choisi l'exil en Espagne pour une vie plus libre, ses cheveux blonds coupés courts encadraient un visage marqué par les rires et les soucis. Ses yeux bleus petillaient d'une malice qui contrastait avec la douceur de son sourire. Elle portait une robe légère, fluide, qui dansait légèrement avec la brise du soir, révélant une silhouette affinée par des années de danse et de marche dans les collines andalouses. « Qu'est-ce que tu fais ici, Hélène ?» balbutia Élodie, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Sophie doit être furieuse contre moi. » Élodie, 28 ans, avec ses longs cheveux bruns ondulés et ses yeux verts hérités de sa grand-mère provençale, se sentait soudain vulnérable. Elle avait traversé la moitié de l'Europe pour assister à l'anniversaire de sa meilleure amie, Sophie, qui fêtait ses 30 ans dans cette ville envoûtante où sa famille s'était installée il y a 10 ans. Mais un retard d'avion? Une grève imprévue à l'aéroport de Paris? Et voilà, elle arrivait trop tard. Hélène s'approcha, posant une main apaisante sur l'épaule d'Élodie. Sophie est déçue? Bien sûr. Mais elle comprendra. Viens. Entrons. La nuit est encore jeune. Et j'ai une bouteille de vin qui nous attend. Sans attendre de réponse, elle guida Élodie vers la maison familiale. Une vieille demeure au balcon fleuri de géraniums, typique du quartier de Santa Cruz. À l'intérieur, les vestiges de la fête étaient partout, confettis sur le sol en mosaïque, verres vides sur la table en bois massif, et une odeur de tapas épicé qui flottait dans l'air. Assise dans le salon aux murs tapissés de photos de famille Sophie enfant, riant aux éclats, Hélène plus jeune, dans les bras de son ex-mari. Avant le divorce qui avait tout changé, les deux femmes commencèrent à parler. Élodie raconta son voyage chaotique, sa vie à Paris où elle travaillait comme graphiste freelance, jonglant entre des contrats précaires et une solitude qu'elle n'avouait à personne. Hélène, de son côté, évoqua sa nouvelle vie en Espagne, après avoir quitté la France pour suivre un amour qui n'avait pas duré. Elle avait ouvert une petite galerie d'art à Séville, exposant des artistes locaux et des peintres français en exil comme elle. Tu sais, Élodie, la vie est faite de ces moments manqués, dit Hélène en versant du vin rouge dans leur verre. Mais parfois, ils ouvrent la porte à d'autres célébrations, plus intimes. Ces mots étaient chargés d'une ambiguïté qui fit rougir Élodie. Elle avait toujours admiré Hélène, cette femme forte qui avait élevé Sophie seule après le départ du père, qui avait reconstruit sa vie avec une grâce infinie. Mais ce soir-là, dans la pénombre de la pièce éclairée par des bougies, quelque chose changea. Leurs regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire, et Élodie sentit une chaleur inhabituelle monter en elle. La conversation dévia sur des sujets plus personnels. Hélène parla de sa solitude, de ces nuits où elle se sentait invisible dans une ville pourtant si vivante.
Les hommes ici sont charmants. Mais ils ne comprennent pas une femme comme moi. Murmura-t-elle. J'ai besoin de profondeur. De connexion. Élodie hocha la tête, avouant à son tour ses déceptions amoureuses, des relations éphémères avec des hommes qui la laissaient vide. Et cette attirance secrète pour les femmes qu'elle n'avait jamais osé explorer. Peut-être que je cherche quelque chose de différent, confia-t-elle. Surprise par sa propre audace. Hélène posa son verre et se pencha en avant. Et si ce « quelque chose » était juste sous tes yeux? Le silence qui suivit fut électrique. Élodie sentit son pouce accélérer. Était-ce le vin? La fatigue? Ou cette alchimie inattendue? Avant qu'elle ne puisse répondre, Hélène effleura sa main. Un geste tendre qui envoya des frissons le long de son bras. Célébrons ensemble. Ce soir. Oublions la fête manquée. La nuit s'étira en confessions murmurées. En rires étouffés. En regards qui se faisaient plus intenses. Élodie se surprit à raconter des anecdotes de son enfance en France. Des étés passés en Provence où elle cueillait des lavandes avec sa mère. Hélène, en retour, décrivit ses voyages en Espagne. La passion du flamenco qui avait ravivé son âme après le divorce. Elles parlèrent de littérature Colette, Simone de Beauvoir et de comment les femmes pouvaient s'aimer librement. Sans chaîne sociale. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets, Élodie réalisa qu'elle n'avait pas envie de partir. Hélène l'invita à rester quelques jours, prétextant que Sophie serait ravie de la voir malgré le retard. Mais au fond d'elle, Élodie savait que c'était pour Hélène qu'elle acceptait. Une attirance naissante, fragile comme une fleur d'oranger, s'était éclose dans la chaleur de cette nuit andalouse. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Hélène emmena Élodie dans les ruelles de Séville, visitant l'Alcazar avec ses jardins luxuriants, où les fontaines murmuraient des secrets anciens. Elles marchèrent main dans la main, un geste amical. Se disait-elle, mais leurs doigts s'entremêlaient avec une intimité grandissante. Sophie, occupée par son travail dans une agence de tourisme, ne remarqua rien au début. Elle était heureuse de voir son amie, organisant des dîners où les trois femmes riaient ensemble. Pourtant, sous la surface, une tension montait. Élodie et Hélène échangeaient des regards complices, des touches furtives. Une soir, après un spectacle de flamenco où les danseuses tapaient du pied avec une fureur passionnée, elles se retrouvèrent seules sur une terrasse surplombant la Giralda. Je n'ai jamais ressenti ça, avoua Élodie. Le cœur battant. Hélène se tourna vers elle. Ses yeux brillants. Moi non plus. Ma chérie. Mais la vie est trop courte pour ignorer le feu qui nous consume. Leur premier baiser fut doux. Hésitant. Sous les étoiles espagnoles. Élodie sentit le monde basculer, c'était comme si toutes ces questions trouvaient une réponse dans les lèvres d'Hélène. Elles rentrèrent en silence, leurs corps se frôlant dans l'obscurité. Et cette nuit-là, elles explorèrent l'une l'autre avec une tendresse infinie. Un mélange de passion et de découverte qui les laissa essoufflés et comblés. Mais le bonheur était fragile. Sophie commença à suspecter quelque chose. Des absences inexpliquées. Des sourires trop complices. La jalousie s'insinua. Non pas pour l'amour, mais pour la peur de perdre sa mère et son amie. Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé comme une célébration improvisée se transforma en une relation profonde, secrète. Élodie prolongea son séjour, prétextant un travail à distance. Mais en réalité, elle ne pouvait se résoudre à quitter Hélène. Elle vivait des moments volés,
des promenades au lever du soleil le long du Guadalquivir, où les reflets de l'eau capturaient leurs silhouettes enlacées, des après-midi dans la galerie d'Hélène, où Élodie aidait à accrocher des toiles, leurs mains se frôlant sur les cadres, des nuits passionnées où elles se perdaient l'une dans l'autre, explorant les contours de leur désir avec une faim insatiable. Hélène, avec son expérience de la vie, guidait Élodie dans ce nouveau monde d'amour entre femmes. En France, on parle beaucoup de liberté. Mais ici, en Espagne, on la vit, disait-elle souvent, évoquant les lois progressistes qui avaient permis à tant de couples comme le leur de s'épanouir. Élodie, de son côté, apportait une fraîcheur juvénile, une spontanéité qui ravivait l'âme d'Hélène. Elles lisaient ensemble des poèmes de Rimbaud et Verlaine, adaptant les vers à leur propre histoire, et riaient de la façon dont le destin les avait réunis par un retard d'avion. Pourtant, les nuages s'amoncelaient. Sophie, intuitive comme sa mère, remarqua les changements. Un soir, lors d'un dîner familial, elle surprit un regard trop long entre Élodie et Hélène. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ?» demanda-t-elle abruptement, son verre tremblant dans sa main. Hélène balaya la question d'un rire forcé. Mais Élodie sentit son estomac se nouer. La culpabilité l'envahit. Sophie était sa meilleure amie depuis l'université. Celle qui l'avait soutenue lors de ses ruptures. Qui avait partagé ses secrets. Trahir cette amitié pour un amour naissant semblait impardonnable. Le conflit éclata quelques jours plus tard. Élodie et Hélène s'étaient isolées dans une petite maison de campagne aux abords de Séville. Un refuge que Hélène louait pour ses retraites artistiques. Là, entourée d'oliviers centenaires et du chant des cigales, elles vivaient leur idylle sans entrave. Mais Sophie, suspicieuse, les suivit. Elle arriva à l'improviste, poussant la porte pour trouver les deux femmes enlacées sur le canapé. Un tableau inachevé à leurs pieds. « Comment avez-vous pu » hurla Sophie. Les larmes aux yeux. « Ma mère ? Mon amie ? C'est une trahison ?» Hélène se leva d'un bond, tentant de calmer sa fille. « Sophie. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ou plutôt. Si. Mais c'est de l'amour. Pur et vrai. » Élodie, figée, murmura des excuses. Mais les mots sonnaient creux. Sophie partit en claquant la porte, laissant derrière elle un silence assourdissant. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Hélène, déchirée entre son amour pour Élodie et sa loyauté envers sa fille, oscillait entre tendresse et reproche. « J'aurais dû être plus prudente, disait-elle, les yeux rougis. Élodie, rongée par la culpabilité, envisagea de rentrer à Paris. Peut-être que c'était une erreur, confia-t-elle un soir, alors qu'elle marchait dans les jardins de l'Alcazar, les parfums de jasmin enveloppant leur tristesse. Mais l'amour ne se laisse pas si facilement éteindre. Hélène prit l'initiative de parler à Sophie. Seule à seule. Dans un café du barrio Santa Cruz, mère et fille s'affrontèrent. Sophie avoua sa peur. « J'ai l'impression de te perdre. Maman. » Et Élodie. Elle était ma confidente. Hélène, avec une sagesse forgée par les épreuves, expliqua, « L'amour n'est pas exclusif. Ma chérie. Il grandit quand on le partage. Élodie m'a redonné la joie de vivre. Mais toi, tu seras toujours ma priorité. » Sophie, touchée par la vulnérabilité de sa mère, commença à adoucir son cœur. Elle se rappela les années solitaires d'Hélène après le divorce.
Comment elle avait sacrifié sa vie personnelle pour l'élever. Si elle te rend heureuse, murmura-t-elle enfin. Bien que la douleur persiste. De son côté, Élodie affronta Sophie lors d'une promenade nocturne le long du fleuve. Je n'ai jamais voulu te blesser, dit-elle. La voix brisée. Hélène est. Elle est tout pour moi maintenant. Sophie. Après un long silence, serra son amie dans ses bras. Je vous en veux encore. Mais je vois comment vous vous regardez. C'est réel. La réconciliation fut lente, mais sincère. Les trois femmes passèrent des soirées à discuter, à pleurer, à rire. Sophie accepta progressivement cette nouvelle dynamique, voyant en elle une extension de leur famille. Élodie et Hélène, fortifiées par l'épreuve, approfondirent leurs liens, des projets d'avenir émergèrent, comme ouvrir une branche de la galerie à Paris, où elle pourrait vivre entre deux pays. Pourtant, un nouveau conflit surgit, plus interne. Élodie, habituée à la vie parisienne trépidante, se questionnait sur la durabilité de leur relation. La différence d'âge 17 ans pesait parfois, Hélène parlait de stabilité, de racines en Espagne, tandis qu'Élodie rêvait d'aventure. Et si je te lasse, demanda-t-elle un jour, lors d'une randonnée dans les sierras environnantes. Hélène, avec son assurance, répondit, l'amour n'est pas une ligne droite. Élodie. C'est un chemin sinueux. Comme ces routes andalouses. Nous le parcourons ensemble. Leurs ébats devinrent plus intenses, mêlant passion et tendresse, comme pour sceller leur engagement face au doute. Mais la trahison vint d'ailleurs. Un ancien amant d'Hélène, un artiste espagnol jaloux, apprit leur relation et, par spite, répandit des rumeurs dans la communauté artistique de Séville. Hélène vole les amis de sa fille, chuchotait-on. La galerie subit un boycott discret, et Hélène se retrouva isolée. Élodie, furieuse, confronta l'homme. Mais cela ne fit qu'empirer les choses. Dans cette tempête, leur amour fut testé. Élodie proposa de tout quitter pour Paris. Mais Hélène refusa, je ne fuirai pas. Nous affronterons cela ensemble. Leur solidarité les unit plus que jamais, transformant la crise en une affirmation de leur lien. Le climax arriva lors d'une exposition cruciale à la galerie. Hélène avait investi toutes ses économies dans cet événement, présentant des œuvres sur le thème de l'amour interdit, inspirées par leur histoire. Élodie, à ses côtés, avait conçu les affiches et les invitations, infusant son talent graphique dans chaque détail. Mais les rumeurs avaient fait leur œuvre, la salle était presque vide, sauf pour quelques fidèles et Sophie, venus en soutien. Soudain, l'ancien amant apparut, ivre et belliqueux. Tu n'es qu'une hypocrite, Hélène, cria-t-il, attirant les regards. Tu parles d'amour, mais tu brises des familles. La tension monta, et Élodie s'interposa, défendant Hélène avec une ferveur qu'elle ne se connaissait pas. L'amour n'a pas de règles imposées par les autres, répliqua-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Sophie, voyant sa mère vulnérable, prit la parole, assez. Ma mère mérite le bonheur. Et Élodie aussi. Si vous ne comprenez pas ça, partez. Son intervention, inattendue, fit basculer la soirée. Les invités restant applaudirent, et d'autres arrivèrent, attirés par le buzz. L'exposition devint un succès inattendu,
symbolisant leur triomphe sur l'adversité. Cette nuit-là, sous la pluie battante qui lavait les rues de Séville, Élodie et Hélène s'embrassèrent passionnément, leurs corps trempés se pressant l'un contre l'autre. C'était le moment le plus cassé-achetine de leur histoire, une déclaration muette face au monde. « Je t'aime » murmura Hélène, ses lèvres contre celles d'Élodie. Pour toujours. Les mois suivants apportèrent une paix relative. Sophie s'impliqua plus dans leur vie, organisant des voyages en trio un week-end à Grenade, où elles visitèrent l'Alhambra, symbole de résilience. Élodie et Hélène explorèrent leur relation avec une profondeur nouvelle, des discussions philosophiques sur l'amour, inspirées par les penseurs français comme Sartre et Beauvoir, adaptées à leur réalité lesbienne. Pourtant, la vie réserve des tournants. Élodie reçut une offre d'emploi irrésistible à Paris, diriger une agence de design. « C'est mon rêve », confia-t-elle à Hélène, le cœur déchiré. Hélène, compréhensive, encouragea, « Va, ma chérie. L'amour vrai supporte la distance. » Mais au fond, la peur de la séparation les rongeait. La décision fut prise lors d'une soirée émouvante. Assises sur un banc face à la cathédrale de Séville, elles parlèrent des heures. « Je ne veux pas te perdre », pleura Élodie. Hélène, avec une sagesse humaniste, répondit, « L'amour n'est pas possession. C'est libération. Si nous nous aimons vraiment, nous trouverons un chemin. » Élodie partit pour Paris, mais leur relation ne s'éteignit pas. Des appels quotidiens, des visites régulières, transformèrent la distance en un pont d'affection. Hélène voyagea en France, redécouvrant ses racines, et Élodie revint souvent en Espagne, apportant des bribes de la vie parisienne. Sophie joua un rôle clé, devenant la médiatrice de leur amour. Elle organisa des surprises, comme un anniversaire commun où les trois femmes célébrèrent leur lien unique. La trahison initiale s'était muée en une force unificatrice, enseignant à chacune la valeur du pardon et de l'acceptation. Au fil du temps, leur histoire inspira d'autres. Hélène écrivit un livre, un roman semi-autobiographique sur l'amour tardif entre femmes, teinté de l'esprit français introspectif, sensuel, humaniste. Élodie illustra la couverture, fusionnant leurs talents. Le livre connut un modeste succès, touchant des lectrices qui se reconnaissaient dans cette quête d'authenticité. Mais la vie, avec sa cruauté poétique, apporta un dernier twist. Hélène fut diagnostiquée avec une maladie chronique, non mortelle mais limitant une arthrite qui ralentissait ses mouvements. Élodie, sans hésiter, quitta son job à Paris pour revenir à Séville. « Ma place est ici. Avec toi », déclara-t-elle, embrassant Hélène avec une tendresse infinie. Cette épreuve approfondit leur lien, les rendant plus fortes. Elles adaptèrent leur vie, des promenades plus lentes, des après-midi à peindre ensemble, des nuits où les caresses remplaçaient les passions fougueuses. Sophie, maintenant en couple elle-même, les soutint, formant une famille recomposée. Dans cette existence, elles trouvèrent une beauté humaniste, l'amour n'est pas éternel dans sa forme, mais dans son essence. Il enseigne la compassion, la résilience et la joie des moments partagés. Les années passèrent, et Séville devint le théâtre de leur maturité partagée. Élodie, maintenant dans la trentaine avancée, avait ouvert son propre studio de design en ligne, permettant une flexibilité pour s'occuper d'Hélène. À 50 ans passés,
Hélène gérait sa galerie avec une sérénité nouvelle. Ses œuvres reflétant les thèmes de la vulnérabilité et de la force féminine. Leur relation, autrefois tumultueuse, s'était apaisée en une harmonie profonde, comme un vin français vieilli à la perfection. Sophie, mariée et mère d'une petite fille, visitait souvent, amenant de la joie enfantine dans leur foyer. La petite appelait Élodie tante et Hélène grand-mère, scellant leur unité familiale. Les conflits passés semblaient lointains, des leçons gravées dans leur cœur. Pourtant, un dernier défi surgit, la société espagnole, bien que progressiste, portait encore des jugements. Lors d'un festival local, un groupe conservateur protesta contre une exposition d'Hélène sur les amours LGBTQ+. Élodie et Hélène affrontèrent les manifestants avec dignité, tenant une conférence impromptue sur l'humanité de l'amour. « Nous ne demandons pas la permission d'exister, déclara Hélène, sa voix ferme malgré la fatigue. Leur courage inspira Sophie à s'engager dans des associations pour les droits des femmes. Leur vie quotidienne était imprégnée de romantisme subtil, des dîners aux chandelles avec des plats provençaux revisités à l'espagnol, des lectures partagées de Marguerite Yourcenar, des promenades main dans la main où elles se remémoraient leur rencontre. « Si je n'avais pas manqué cette fête, disait souvent Élodie. Un sourire aux lèvres. Hélène répondait, le destin sait mieux que nous. La conclusion de leur histoire fut bi-tragique et humaniste. Hélène, affaiblie par sa maladie, s'éteignit paisiblement une nuit d'été, entourée d'Élodie et Sophie. Ses derniers mots furent « Aimez fort, mes chéris. C'est tout ce qui compte. » Élodie, dévastée, trouva solace dans les souvenirs et l'héritage d'Hélène, la galerie, maintenant gérée par elle et Sophie, devint un sanctuaire pour les artistes marginalisés. Élodie ne chercha pas un nouvel amour, elle porta celui d'Hélène comme un talisman, voyageant entre France et Espagne, promouvant leur histoire comme un témoignage de résilience. Sophie, inspirée, écrivit un mémoire sur leur famille atypique, célébrant l'amour sous toutes ses formes. Dans la fin, il y avait une beauté poignante, la trahison avait mené à la rédemption, le conflit à la paix, et l'amour à une éternité intangible. Élodie, assise sur la terrasse où tout avait commencé, leva un verre à la mémoire d'Hélène. À nous, ma célébration éternelle. Ainsi se clôt cette saga andalouse, imprégnée d'un esprit français cassé Ashtine dans ses passions, émotive dans ses larmes, romantique dans ses étreintes, et profondément humaniste dans sa quête de sens.